Bonjour à toi qui me regarde. La semaine dernière, nous avons comparé l'art roman à l'art gothique. Aujourd'hui, on continue la comparaison, mais pour ce faire, on va s'intéresser à deux édifices. Premier édifice, la cathédrale Saint-Paul de Liège dans un style gothique. Deuxième édifice, l'église Saint-Pierre et Paul de Nandrin dans un style roman. Je vous montrerai des plans de vue intérieur-extérieur dans le but alors de repérer les principales caractéristiques des deux styles et j'aborderai également le contexte historique. Voilà donc le programme du jour. Si ça t'intéresse, une seule chose à faire, tu restes à me regarder. Pour comprendre l'architecture et la place qu'a l'édifice dans la ville aujourd'hui, il est nécessaire de remonter dans le temps. Si l'on en croit la légende, en plein juillet, une neige miraculeuse aurait recouvert la ville, à l'exception du futur emplacement de l'édifice. Certains y ont vu un signe de Dieu ou de saint Paul lui-même. En tout cas, l'emplacement choisi ne manque pas d'atouts. L'île est peu urbanisée et naturellement protégée des ennemis par les bras de la Meuse, ainsi que par les versants nord et ouest, abrupts. Héracle, évêque de Liège dès 959, y aurait donc vu une formidable occasion d'urbaniser la cité. En 966, l'édification de la collégiale débute. Elle est terminée bien plus tard sous le règne de Nodje, son successeur. À ce moment, il n'est ni question d'une cathédrale, ni d'architecture gothique. Une cathédrale existait déjà, il s'agissait de la cathédrale Notre-Dame-Saint-Lambert. Je vais te raconter un petit secret. Il y a encore 250 ans, ici, il y avait la cathédrale Notre-Dame et Saint-Lambert, une grande cathédrale. Mais chut. Une cathédrale aux dimensions impressionnantes avec ses deux chœurs, un consacré à Notre-Dame, l'autre à Saint-Lambert, et avec une tour d'une hauteur de 135 mètres de haut. L'édifice pouvait contenir plus de 4000 croyants. Ces piliers de fer, ça représente les anciens piliers, donc les délimitations de la nef centrale. Cette cathédrale est détruite à partir de 1794. C'est la population liégeoise qui décide de réduire à néant ce symbole de la principauté. On n'en veut plus. L'État français qui décide d'apaiser les tensions avec la religion, l'Église, et il décide de faire de Liège à nouveau un évêché. Conséquence, puisqu'il y a évêché, il devra y avoir cathédrale. La collégiale Saint-Paul, de par sa localisation idéale dans le centre et de par ses dimensions importantes, est choisie. Elle deviendra donc cathédrale. L'ancienne collégiale avec ses dimensions a tout d'une cathédrale gothique. Il lui manque toutefois une tour digne de ce nom. En 1811, on décide de l'agrandissement de la tour. À la base existante, on rajoute un étage en pierre de sable, dont les pierres proviennent du chantier de l'ancienne cathédrale. Quant au clocher, on s'inspire de celui de l'ancienne cathédrale. Et parce qu'on aime le réemploi, la cathédrale reçoit l'horloge ainsi que le carillon de sa grande sœur disparue. Aujourd'hui, l'aspect extérieur de l'édifice a été influencé par les travaux de restauration et d'embellissement de l'architecte Jean-Charles Delceau. En 1850, il décide de rajouter arc-boutants, pinacles, statues, dans le but d'en faire plus. Comme Viollet-le-Duc, à la même époque, le but est de restaurer, parfois dans un état qui ne semble jamais avoir existé. Toutefois, à l'observation de la miniature de Remacle-le-Loup de 1738, on remarque que l'édifice avait déjà de nombreuses caractéristiques gothiques, telles que les arcs-boutants, le gable ou les pinacles au niveau du chevet. En entrant dans l'édifice, ce qui impressionne avant tout, c'est la voûte. D'une hauteur de 24 mètres, la voûte, sur croisée d'ogives, est peinte. Les peintures, on les doit à Lambert Lombard, artiste peintre du XVIe siècle qui a ramené la Renaissance d'Italie dans la principauté de Liège. Petit arrêt sur image. Parlons maintenant de la voûte sur croisée d'ogives. Je rappelle, cette innovation existait déjà au XIe siècle, mais elle va être développée surtout durant le gothique. Elle permet, grâce à un système ingénieux dans la répartition des forces,
d'avoir des murs moins importants, moins épais. Ces murs sont évidés, ce qui permet d'avoir des baies beaucoup plus grandes et donc d'avoir davantage de lumière qui entre dans l'édifice. Se développe alors l'art des vitraux. Ces vitraux occupent maintenant les surfaces les plus importantes de nos édifices. Dans la cathédrale, observez le vitrail du XVIe siècle dit de Léon d'Oultre. C'est un véritable chef-d'œuvre. Il est considéré comme étant le plus beau de Wallonie. Avant de clore le chapitre, évoquons une ressemblance assez étonnante, la ressemblance au niveau de l'élévation de la nef. Nous avons à Liège, comme dans la cathédrale de Reims, des colonnes avec arcs brisés, surmontées d'un triforium. Par triforium, comprenons la galerie ajourée de l'intérieur, et ce triforium surmonté de baies. Jusqu'à la fin du XIe siècle, les comtes de Clermont ont des territoires dans le Condroz actuel. À ce moment, en 1091 pour être précis, ils cèdent leur territoire à l'abbaye de Cluny. Les territoires sont donc dans la possession de l'abbaye de Cluny. Conséquence, l'Église a maintenant le titre de Saint-Pierre-Saint-Paul. Ce sont deux apôtres protecteurs de Cluny. Au XVIe siècle, les territoires n'appartiennent plus à Cluny, mais au prince-évêque Érard de la Marque. Cela durera quelques dizaines d'années. En 1574, le domaine revient aux jésuites. En 1773, l'ordre des jésuites est supprimé. Conséquence, les territoires redeviennent menses épiscopales, donc appartiennent au prince-évêque. Peu de temps après, la principauté de Liège, c'est fini. Et alors, on est français, les bâtiments vont se dégrader, il va être question de les démolir. Heureusement, un peu plus tard, en 1851, l'édifice est reconnu comme monument classé. On va donc entreprendre différentes restaurations. Restauration, par exemple, en 1860, de la tour octogonale. Dans un environnement d'une grande quiétude, l'édifice est résolument de taille modeste en comparaison à la cathédrale. Ici, pas d'élévation importante, peu de baies et des murs épais, constitués en majorité de grès. Nous remarquons également les arcs en plein cintre incorporés à la façade. Plutôt qu'une élévation importante, ici nous avons une juxtaposition de différents volumes les uns aux autres. À l'intérieur de l'édifice, vous serez surpris par la différence entre la nef centrale, visible actuellement, relativement éclairée, bien qu'il y ait peu de baies, et d'apparence plus moderne, du fait des restaurations à la fin du XIXe siècle, en comparaison avec le chœur, beaucoup plus sombre puisqu'il y a moins de fenêtres, avec un appareillage, dont comprenons la façon dont sont disposées les pierres, beaucoup plus approximatif. Rien d'étonnant lorsque l'on sait que le chœur date du XIIe siècle. Ici, peu de restaurations ont été entreprises. Voici la voûte en arête au niveau du transept. Nous voyons les arcs en plein cintre, aux extrémités, et les arêtes qui s'entrecoupent au centre. Et avant de quitter l'édifice, n'oublions pas d'observer les fonts baptismaux de l'église qui, eux, datent de la deuxième moitié du XIIe siècle.